Présenter un modèle macroéconomique traitant en même temps de l'aspect finance, dette, etc. et changement climatique. Donc je laisse. Merci beaucoup, donc merci pour l'invitation. Ça va, vous m'entendez? Y compris au fond? Voilà. En fait, je vais essayer d'insérer cette présentation dans une présentation plus vaste du programme de recherche où elle est née, où ce travail est né. Le point de départ, vous connaissez bien ce graphe, je ne le commente pas en fait. Le point de départ, c'est une espèce d'étonnement par rapport à la méthodologie globale de construction des scénarios RCP du GIEC, puisque ces scénarios RCP 8.5, 6, etc. sont construits de la manière suivante. Vous supposez une certaine trajectoire exogène d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre, et compte tenu de cette trajectoire-là, qui sort du chapeau du climatologue, vous faites tourner des modèles qui en déduisent la température, la pression atmosphérique, la pluviométrie et l'âge du capitaine. Mais évidemment, vous voyez bien que pour nous tous dans cette salle, y compris pour les climatologues évidemment, comme la grande question c'est de faire en sorte que nous émettions moins et que donc nous arrivions à réduire nos émissions de CO2, l'immense question que ça pose, c'est comment endogénéiser cette courbe d'émissions en tenant compte à la fois des efforts qu'on peut espérer nous allons faire, de l'impact du dérèglement climatique sur l'économie et de la manière dont tout ça va boucler. Par exemple, tout simplement parce que même si on ne fait rien, l'impact du dérèglement climatique peut être tel que nous n'aurons pas les moyens, en 2080 par exemple, de polluer autant que le suppose le scénario RCP 8.5, non pas par sagesse, mais par désastre. C'est possible. Oui. Et donc, le point de départ, c'est est-ce qu'on est capable d'endogénéiser les émissions de CO2 ? Évidemment, la réponse ultime à ceci, du point de vue de la stricte méthode de modélisation, c'est est-ce qu'on est capable de coupler un modèle de simulation climatique plutôt de type EMIX, pour ceux qui connaissent, donc de taille moyenne, parce que les gros, ça me semble vraiment impossible, avec un modèle macro. Alors, une fois que vous avez posé la question en ces termes-là, il y a une question préalable qui est est-ce qu'au moins l'épistémologie des deux est à peu près compatible? Est-ce qu'on n'est pas en train de marier la carpe et le lapin? Et la réponse, c'est si vous utilisez des modèles néoclassiques, c'est quand même très 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 difficile d'essayer de faire ce couplage. Puisque d'un côté, vous avez des modèles qui sont construits comme la quasi-totalité de nos modèles scientifiques avec des systèmes dynamiques, et de l'autre, vous avez un modèle statique qui vous raconte une histoire dont on connaît la totalité du début jusqu'à la fin dès la période zéro. Pour ceux qui connaissent un peu et qui ont suivi l'exposé de Nicolas il y a 15 jours. Voilà. Je vais un peu vite. Il y a quand même des gens qui ont essayé de le faire. Le MIT a sorti un papier dans Nature où ils ont couplé un modèle d'équilibre général avec un modèle climatique. Mon point de vue, c'est que ça n'a aucun sens, puisqu'on est en train de marier deux approches méthodologiques qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et donc, d'une certaine manière, la famille de modèles macro que je vais vous présenter là, elle essaie de fournir un cadre dans lequel on doit pouvoir, ultimement, marier les deux. C'est-à-dire faire vraiment dialoguer les climatologues avec les macroéconomistes. C'est ça l'objectif. Le point de départ, ce sont des papiers qui remontent aux années 60, de Goodwin d'un côté, de Akerlof-Stiglitz de l'autre. Je ne vais pas du tout rentrer dans la préhistoire de ces affaires-là, mais ça c'est pour ceux que ça intéresse. Il y a une deuxième grande étape qui est Keane, que je vais décrire un tout petit peu plus, en 1995. Et au fond, ces deux papiers-là, que je vais vous résumer tout à l'heure, en 3 équations, ces deux papiers-là fournissent la brique de base à partir de laquelle on peut construire toute une famille de modèles différents, en fonction des questions qu'on pose. Alors, on peut rajouter par exemple une dynamique des prix, ce que je ferai tout à l'heure. On peut rajouter un secteur bancaire si on est intéressé. C'est ce que j'ai fait par exemple pour un rapport remis auprès du Parlement européen en 2015 sur la question quel sera l'impact ou quel serait l'impact d'un nouveau krach financier de même ampleur que celui de 2007, 2008, 2009 sur l'Union bancaire européenne. Et la réponse est ce sera aussi grave puisque l'Union bancaire européenne ne nous protège pas. Et pour ça, on a utilisé ce type de famille de modèles avec un secteur bancaire un peu développé. On peut aussi vouloir, là ça devient un tout petit peu technique, suivre la dynamique des inventaires et des invendus, ce qui veut dire qu'on a découplé l'offre et la demande agrégée et que donc on s'est autorisé à ne pas respecter ce que les économistes appellent la loi de C. Si vous le souhaitez, on entrera dans le détail. On peut évidemment rajouter la puissance publique et étudier l'impact de politique publique. On peut rajouter des marchés financiers, regarder comment la spéculation financière va apporter éventuellement de l'instabilité dans l'ensemble du système. On peut s'intéresser à la question des inégalités sur le versant des ménages.
On peut aussi, évidemment, ouvrir la boîte du système productif et dire, bien entendu, le capital, ça n'existe pas, contrairement à ce que je vais dire dans 3 minutes. Ce qui existe, ce sont des infrastructures routières, des usines, de l'immobilier et des actifs financiers. Et ce sont des réalités économiques complètement distinctes. Dans ce cas-là, on entre dans le monde absolument passionnant et fondamental de l'économie multisectorielle, beaucoup moins bien connue du point de vue de la macro, du point de vue de son analyse, que des économies fictives, y compris celles que je vais vous montrer dans un instant, où on suppose qu'on peut agréger la totalité du capital sous une espèce d'hypostase qui s'appelle le capital. On peut aussi introduire des boucles de rétroaction climat, ce que je vais faire tout à l'heure. Et puis on peut étudier la question immense de la dynamique des taux de change et du commerce international, qui est probablement, de mon point de vue, la question la moins bien comprise aujourd'hui en économie. En réalité, aujourd'hui, on n'a pas de théorie satisfaisante de la dynamique des taux de change. Et donc, lorsqu'on a choisi des taux de change flexibles plutôt que des taux de change fixes en 1971, 72, 73, on a pris une option sans savoir absolument ce qu'on était en train de faire et si vraiment c'était bénéfique. Puisqu'on ne sait pas pourquoi les taux de change, globalement, on ne sait toujours pas aujourd'hui ce qui fait augmenter ou baisser le taux de change d'une devise par rapport à une autre. Et donc, suivant la question que vous posez, vous allez construire des briques avec ce type de modèle pour simplement répondre à votre question particulière. Bien évidemment, si vous mettez tout ensemble, c'est une usine à gaz que personne ne peut traiter. Et c'est l'un des problèmes des modèles des macroéconomistes, c'est que très vite, ils arrivent à des usines à gaz qui deviennent incontrôlables, sinon pour les 2 ingénieurs qui savent manipuler le modèle et qui, quand ils sont honnêtes, en fin de journée, avouent que si vous leur demandez ce résultat-là, ils sauront manipuler les bons paramètres pour obtenir le résultat exigé. Mais une fois qu'on en est là, ça veut dire qu'on ne contrôle plus le modèle. On sait juste le faire tourner quand on est assez habile. C'est-à-dire qu'on comprend plus ce que fait le modèle, à mon avis. Donc là, du point de vue de l'approche qui est proposée ici, c'est de partir de modèles très très simples, ultra simplistes, mais dont on comprend un minimum le développement mathématique élémentaire, et ensuite de rajouter de la complexité dans le modèle, mais en essayant de faire en sorte qu'on continue de comprendre à peu près ce qui se passe. Voilà. Alors, l'intuition de base, c'est que, ça rejoint d'ailleurs le graphe que vous a montré Mathieu tout à l'heure, sur la dette privée, c'est que la dynamique de la dette privée est fondamentale en macroéconomie, contrairement à ce que vous lisez dans la quasi-totalité des manuels d'économie standard. Donc ici, vous avez un graphe bien connu de certains d'entre vous, Michel par exemple, qui vous montre qu'il y a une anticorrélation forte entre l'accroissement de la dette privée aux États-Unis et la réduction, et disons le taux de chômage. Autrement dit, lorsque la dette privée augmente, le taux de chômage a tendance à baisser, de manière assez systématique. Alors l'explication de ceci est très simple, c'est que si la dette privée augmente, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'endette, sauf cas particulier que je vais décrire dans un instant, la personne qui s'endette, en général, si c'est un entrepreneur, s'endette pour investir. S'il investit, ça va produire quelque chose assez peu de temps après. Si ça produit quelque chose, il faudra de l'emploi pour produire ce quelque chose. Et donc, l'endettement privé est favorable à la réduction de l'emploi. Ça va ? Ça ne veut pas dire que à la réduction du chômage. Ça ne veut pas dire que n'importe quel type de dette privée est bon, évidemment, mais en tout cas, il y a cette corrélation-là. Alors, une fois qu'on a compris ça, on peut regarder des séries longues et se dire, au fond, il y a un ratio très intéressant du point de vue macro qui est le ratio dette privée sur PIB. Ici, vous avez ce ratio-là pour l'Angleterre depuis 1880, et vous constatez que pendant un siècle, jusqu'à la révolution thatchérienne, nonobstant les 2 guerres mondiales qui évidemment bouleversent tout, ce ratio est quasiment constant. Donc déjà, pour un économiste, a fortiori pour un historien, c'est assez surprenant de trouver des espèces d'invariants économiques sur un siècle. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'à chaque fois que, en gros, le secteur privé s'est endetté pour investir, il a réussi assez rapidement à produire la valeur ajoutée supplémentaire qui a permis de stabiliser le ratio dette privée sur PIB. Je vous dis encore autrement, la dette privée a augmenté à la même vitesse que le PIB. Ça va ? Et donc, on pourrait dire d'une certaine manière, pour aller très vite, c'est de la bonne dette privée. Puisque, indépendamment de tous nos débats sur la question de savoir si le PIB est une bonne mesure ou non, je ne rentre pas là-dedans pour l'instant, puisque ça veut dire qu'à chaque fois qu'un entrepreneur s'est endetté, il a produit la part de PIB supplémentaire qui compense l'accroissement de sa dette privée. Alors à partir de 1980, c'est plus du tout le cas, vous voyez que le ratio explose. Donc ça, c'est très clairement la révolution financière de Thatcher et le fait qu'à partir de cette époque-là, un certain nombre d'investisseurs s'endettent, non plus pour investir dans l'économie réelle, mais pour jouer sur les marchés financiers, ce qui ne fait pas augmenter le PIB.
mais qui alimentent des bulles spéculatives. Ça va? Alors, si vous pouvez regarder le même schéma maintenant pour les États-Unis. Alors, de manière intéressante, les États-Unis, sur la même période, même on remonte un peu plus loin, 1830, n'ont jamais connu la grande phase de stabilité anglaise de 1880 à 1980. Dit encore autrement, l'économie américaine est incapable depuis plus d'un siècle de produire de la bonne dette privée. C'est toujours de la dette qui est accompagnée d'un accroissement insuffisant du PIB relativement à l'accroissement de la dette privée qu'on observe. Ça va toujours ? Et donc, le point de départ de ce type de modèle, c'est en fait la manière dont la dette privée évolue. Et le ratio dette privée sur PIB devrait être une variable macroéconomique aussi centrale que le taux d'emploi, la part des salaires dans le PIB et par exemple le niveau d'inflation. L'une des raisons pour lesquelles, à la fois dans les débats des macroéconomistes et dans le débat public, on parle très peu de dette privée, alors que, de mon point de vue, l'énorme problème de la zone euro aujourd'hui, c'est pas du tout la dette publique, c'est la dette privée. La dette publique, c'est 100% du PIB. La dette privée, c'est 130%. Et en France, on est à exactement la moyenne, 100% en gros de dette publique, du PIB, et 130% de dette privée. On a beaucoup plus de dette privée que de dette publique. Et ce qui grève l'investissement et qui nous empêche d'avoir plus d'emplois et plus de croissance, nonobstant la question du lien croissance, CO2, etc., c'est le surendettement privé, c'est pas le surendettement public. Mais bon, la raison pour laquelle on n'en parle jamais, ou très très peu, c'est que dans la plupart des modèles macroéconomiques néoclassiques, il n'y a pas de dette privée. Il n'y a pas de dette privée pour une raison simple, c'est qu'une grande partie de ces modèles, à quelques exceptions près et très récentes, une grande partie de ces modèles sont construits sur l'hypothèse de l'agent représentatif. Donc, vous supposez qu'il n'y a qu'une seule entreprise, ou qu'il n'y a qu'un seul ménage, et un seul agent économique. Évidemment, cet agent économique, comme il est tout seul, il ne peut pas avoir de dette. Parce que s'il avait de la dette, il faudrait qu'il y ait un créancier. Comme dans ces modèles-là, il n'y a pas de banque, le créancier est forcément un autre agent économique qui n'existe pas parce qu'il est tout seul. Et donc, pour vous donner une anecdote, il y a quelques années, j'avais des collègues d'une université parisienne qui ont construit un modèle sur le Japon et qui concluait que à partir de l'année prochaine, donc à l'époque on était en 2012, à partir de 2013, le Japon allait redécoller. Vous savez que le Japon patauge dans la déflation depuis le début des années 90. Le Japon allait redécoller et qu'en 2020, le PIB par tête japonais aurait très largement dépassé le PIB par tête américain. Et donc j'étais très surpris de ce résultat-là. Donc, je suis allé voir les auteurs, on a regardé un tout petit peu. Et la raison fondamentale de cet optimisme pro-japonais, c'est qu'il n'y avait pas de dette dans leur modèle. Alors, évidemment, vous enlevez toute la dette au Japon, et là, ils redécollent demain matin, c'est évident. Sauf que le problème majeur, c'est la dette. Alors, qui plus est, il y a depuis la crise de 2007-2009 une espèce de tremblement de terre qui agite la profession des macroéconomistes. Donc je vais aller très vite. En gros, sont revenus à l'honneur des idées qu'on attribue volontiers à Hermann Minsky, même s'il n'est pas du tout le seul à les avoir développées, à savoir que c'est fort possible qu'un système économique financiarisé comme le nôtre aujourd'hui soit très instable, intrinsèquement instable. Pour ceux qui ont fait un tout petit peu d'histoire de la macro, en vérité, l'histoire de la macro, de mon point de vue, dans les années 30, c'est des modèles keynésiens du type Harrod-Domar, dont les équilibres sont intrinsèquement instables, mais qui vont tout à fait dans le sens de ce que peut écrire Keynes au moment où il écrit la théorie générale. Et puis, après-guerre, c'est le grand économiste que vous connaissez sûrement, Solow, qui écrit un modèle alternatif, néoclassique, qui, lui, admet un seul équilibre qui est globalement stable, en réponse et en concurrence avec les modèles keynésiens. En fait, cette question de la stabilité ou de l'instabilité intrinsèque d'une économie, dont on pourrait dire a priori c'est une question un peu métaphysique, cette question-là sous-tend le débat profond, à mon avis, de la macro depuis 70 ans. Alors, du coup, donc, la crise de 2007-2009 a remis au goût du jour l'idée élémentaire que peut-être au fond c'est très instable, et que si on a une crise, c'est pas un signe noir, mais c'est peut-être le symptôme d'une instabilité intrinsèque du système. Voilà. Et donc là, la proposition qui est faite, elle s'appuie sur ces papiers des années 60, Goodwin à Carlos Stiglitz, qui se basent eux-mêmes sur une logique très simple, c'est une logique du type proie-prédateur, Lotka-Volterra, entre la part des salaires et le taux d'emploi. Alors le mécanisme est très simple à comprendre. Supposez que vous ayez un peu de croissance dans une économie. Si vous avez un peu de croissance, ça veut dire qu'en principe, le taux d'emploi va augmenter, ce qui n'est plus le cas depuis quelques années, comme vous savez, mais donc, en principe, c'est ce qu'on observe normalement. Si le taux d'emploi augmente, donc le taux de chômage diminue, donc la négociation salariale devient plus facile en principe pour les salariés,
Donc la part des salaires dans le PIB devrait augmenter. Les salaires devraient augmenter un peu plus vite qu'ils n'augmentaient précédemment. Si c'est bien le cas, ça veut dire que la part des profits a tendance à baisser. Il va arriver un moment où cette dynamique-là va rogner sur la part des profits de telle sorte que l'investissement va baisser. Si l'investissement se met à baisser, la croissance va baisser demain. Si la croissance baisse, le taux d'emploi va baisser. Si le taux d'emploi baisse, l'accélération qu'avaient connue les salaires va trouver un moment de décélération. Et donc, vous voyez bien que d'abord, on a un cycle endogène où vous avez un système de proies prédateurs entre le taux d'emploi, le taux de la part des salaires dans le PIB d'un côté et le taux d'emploi. Ça va? Donc ça, c'est l'intuition de base. Et ce que fait remarquer Steve Keen en 1995, c'est que ceci peut provoquer ce que certains ont appelé un moment de Minsky, c'est-à-dire un effondrement lié à un excès d'endettement privé. Donc l'excès d'endettement privé sur les marchés financiers et la manière dont il provoque le krach financier, c'est très facile à comprendre. Dans la phase haussière de la bulle spéculative, on a le moment euphorique. Donc vous avez les prix des actifs qui augmentent. Tant que les prix d'actifs augmentent, vous avez un certain nombre d'investisseurs qui se disent « ça vaut le coup, je m'endette pour acheter des actifs financiers supplémentaires ». Évidemment, plus ils s'endettent, plus la demande va être élevée, plus les prix vont augmenter rapidement. Donc c'est auto-réalisateur ce phénomène. Ce faisant, leur dette privée va augmenter. Et puis, il y a un moment où un certain nombre d'entre eux vont devoir rembourser leur dette. Soit ils ont des revenus qui viennent de l'économie réelle, et dans ce cas-là, ils continuent en fait de rembourser leur dette avec l'économie réelle, indépendamment de ce qui se passe sur les marchés financiers, soit ils n'en ont pas. Dans les deux cas, si vous avez un découplage entre le niveau général des prix des actifs financiers et l'économie réelle, vous avez beaucoup de gens qui, tôt ou tard, n'auront pas assez de revenus venant de l'économie réelle pour rembourser la dette qu'ils ont contractée pour acheter des actifs financiers. Ces gens-là, tôt ou tard, vont être obligés de vendre leurs actifs financiers pour rembourser leurs dettes. Mais s'il y a une masse suffisamment critique de ces investisseurs-là qui vendent simultanément leurs actifs financiers, ça va faire baisser le prix de ces actifs. Si le prix de ces actifs commence à baisser, vous avez un certain nombre d'autres investisseurs qui se sont durablement endettés pour acheter ces actifs, qui sont en train de perdre de l'argent. Qui se disent, mais en fait, j'ai des dettes et en plus, mon actif, la valeur de mon actif baisse. Ces gens-là vont aussi commencer à vendre avant de perdre trop d'argent pour commencer, eux aussi, à pouvoir rembourser leurs dettes. Et si ceci concerne une masse suffisamment critique de gens, ça provoque le retournement du marché. Donc le prix, le niveau général du prix des actifs baisse, tout le monde entre dans la panique, parce que tout le monde réalise qu'ils ne pourront pas rembourser leurs dettes, et le prix des actifs s'effondre. Parce que tout le monde se met à vendre en catastrophe pour récupérer du cash pour rembourser sa dette. Ça va? Donc ça, c'est le moment de Minsky. Et une fois que ceci a eu lieu, on entre dans une deuxième phase, qui est le deuxième moment que modélise ce type de modèle, qui est la trappe déflationniste qui avait été thématisée pour la première fois dans les années 30 par Irving Fisher, pour des raisons évidentes, c'est que lui-même avait perdu toute sa fortune en 1929, donc s'est mis à réfléchir sérieusement à l'impact d'une crise financière, et il est le premier à avoir décrit un peu sérieusement ce phénomène de la déflation. Donc ce phénomène de la déflation, il est facile à comprendre. Supposons que dans cette salle-là, nous soyons tous l'économie France, et que nous ayons tous beaucoup de dettes privées. Je vous l'ai déjà raconté, mais non. Et nous avons tous beaucoup de dettes privées. Pour simplifier les calculs de tête, parce qu'on est fatigué, supposons... on a tous eu la peste. Voilà, maintenant vous avez tous des dettes. Voilà. Supposons qu'on ait tous 100 de dettes privées. Le seul moyen, et on est tous convaincus qu'il faut baisser sa dette, qu'il faut rembourser sa dette. Et Jacques, parce qu'il est particulièrement habile, il vend une partie de ses actifs, réussit à faire baisser sa dette de 100 à 90. Pendant que nous autres, nous sommes encore en train d'essayer de vendre nos actifs pour nous aussi baisser notre dette. Comme nous sommes tous vendeurs, le niveau général des prix des actifs a baissé. Jacques a réussi à baisser sa dette de 10%, mais supposons que le niveau général du prix des actifs est baissé de 15%. Parce que nous sommes tous vendeurs. Nous voulons tous réduire notre dette. Donc finalement, la dette réelle de Jacques, à la fin de la journée, a augmenté. Même si la dette nominale a baissé. Pourquoi? Parce que la vertu de l'individu Jacques Treynère, si elle est multipliée par tout le monde est en train de vendre ses actifs, devient un vice. Les vertus privées sont des vices publics dans les situations de déflation. Raison pour laquelle il faut absolument se défaire de cette idée que la gestion de la macro, c'est une gestion de bon père de famille. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. Puisque dans cet exemple très simple, qu'on revoit de nouveau au Japon depuis plus de 20 ans maintenant, qu'on voit en Europe, on a vu aux États-Unis dans les années 30, si tout le monde essaye de se déleverager, pour parler le jargon des économistes, en même temps, donc si tout le monde essaye de déleverager, oui, leverage, la dette,
si tout le monde essaye de se désendetter, eh bien, la dette réelle de tout le monde augmente. C'est le même phénomène qui fait que l'austérité budgétaire en Grèce n'a fait qu'augmenter le ratio dette publique sur PIB. Rappelez-vous, en 2010, ce ratio est de 180%. On a notamment la Troïka a exigé la baisse des salaires des fonctionnaires et, d'une manière générale, la baisse du niveau général des salaires. Ça a amputé le PIB grec de manière massive, puisque 80% du PIB grec, c'était les salaires. Donc le PIB s'est mis à baisser plus vite que la dette publique. Donc la dette publique a baissé, mais le PIB encore plus vite. Donc le ratio dette publique sur PIB a augmenté. Et bien qu'en 2012, on ait fait une annulation partielle de la dette grecque, comme vous le savez, aujourd'hui, le ratio dette publique sur PIB est de nouveau de 180%. Donc on est de nouveau dans la situation initiale de 2010, et 9 ans de souffrance et une perte de 25% du PIB grec n'ont servi à rien. Vous voyez, et c'est le même phénomène. Ça va ? Alors, donc c'est ça le deuxième aspect, c'est la déflation. La déflation provoque des paradoxes au niveau macroéconomique qui nous obligent à réfléchir tout à fait différemment de la manière dont un bon père de famille peut réfléchir à la gestion du ménage. Ça va ? Alors, je pense que je ne vais pas avoir le temps de vous montrer le modèle. Pour ceux qui... je vais quand même rester un instant là-dessus. Pour ceux qui connaîtraient un tout petit peu, dans cette version-là, ultra simple, le secteur productif, c'est ce qu'on appelle une fonction de production du type Léontief, donc complémentarité entre le capital et le travail. Et pour le reste, c'est des équations élémentaires du type accumulation du capital. Donc il n'y a aucun mystère dans ce modèle. Un point important dans ce type de modèle, c'est ce qu'on appelle en anglais la stock flow consistency. Le grand spécialiste de ça dans le monde, c'est Lavoie, qui est à Paris 13 en ce moment, qui est un Canadien. C'est l'idée qu'il faut absolument vérifier, quand on a un vrai modèle dynamique, que les stocks à chaque instant sont bien le produit de l'histoire des flux passés. Ce qui paraît élémentaire, mais si vous regardez des modèles d'équilibre, comme vous êtes incapable de faire la distinction entre un stock et un flux, ce requisite élémentaire-là n'a même plus de sens dans un modèle d'équilibre. Au passage, décrire la matrice des stocks et des flux du modèle vous permet de vérifier que vous êtes un peu raccord avec la comptabilité nationale du pays. Ce qui pose des problèmes méthodaux absolument monstrueux, puisque si vous avez fouillé un peu ces affaires-là, vous savez que les comptanates des pays sont tous sauf cohérentes, pour le même pays à différentes époques, entre pays, etc. Donc, mais il n'en demeure pas moins que je fais partie de ceux qui pensent que c'est indispensable d'avoir des modèles macro, stock-flux consistants, où on vérifie qu'il n'y a pas de monnaie qui se crée par miracle, il n'y a pas d'argent qui disparaît juste pour arranger le modélisateur, etc. Et qu'à chaque instant, on a une cohérence parfaite entre les stocks qu'on observe et l'historique des flux qui ont précédé. Ça va ? Et donc si vous regardez, vous pouvez regarder un peu la diapo. Ici, c'est ultra simple. Vous avez la colonne des ménages, la colonne des entreprises, la colonne des banques, et vous pouvez suivre la totalité des flux du modèle. Là, vous avez la consommation pour les ménages, donc les ménages dépensent de l'argent pour consommer, mais ça fait un profit pour les entreprises. Là, vous avez les salaires perçus par les ménages qui sont versés par les entreprises, etc. Là, vous avez le remboursement de la dette des entreprises. Donc ça, c'est un actif pour le secteur bancaire. Ça va ? Bon. Évidemment, là, c'est très très simple, mais une fois que vous avez une économie un tout petit peu plus complète, avec un secteur public, un secteur extérieur, un monde extérieur, et plusieurs types de ménages, plusieurs types d'entreprises, ça devient très compliqué, mais c'est absolument indispensable, à mon avis. Voilà. Alors, pour ceux qui aiment les équations, la version la plus simple du modèle se ramène à un système dynamique de dimension 3, dont les trois variables principales sont oméga là-haut, qui est la part des salaires dans le PIB, lambda, qui est le taux d'emploi, et D, qui est le ratio dette privée sur PIB. Et ce que disent les équations, c'est les truismes que je vous ai mis là, c'est la part des salaires dans le PIB va augmenter si le taux de croissance des salaires est supérieur à la croissance de la productivité. C'est assez élémentaire. Vous avez d'ailleurs tout un débat sur l'économie française aujourd'hui sur la question de savoir si vraiment les salaires ont augmenté plus vite que la productivité du travail en France. Il y a un certain nombre d'économistes comme Patrick Artus qui prétendent que non, ce qui est assez questionnant. Et puis la deuxième équation, elle vous dit donc le taux d'emploi il va augmenter si le taux de croissance de l'économie est supérieur au taux de croissance de la population et à la productivité du travail. Et puis la troisième équation, elle vous dit le ratio dette privée sur PIB, il va augmenter si le taux de croissance de la dette est supérieur au taux de croissance du PIB. Voilà. C'est très très simple, c'est élémentaire. La formulation en français, enfin en anglais ici, est non contestable, à mon avis contestable par personne. Ce qui est contestable, c'est un certain nombre d'hypothèses très simples, du type
une courbe de Phillips de court terme. Vous savez qu'il y a eu des débats homériques sur la question de savoir si la courbe de Phillips existe toujours ou non. Je ne rentre pas dans les détails. Ici, elle relie le taux de croissance des salaires nominaux avec le taux d'emploi. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire si vous avez beaucoup de chômage, les salaires ont tendance à augmenter très très peu, voire pas du tout, parce que la négociation salariale devient très difficile. C'est très facile de répondre à un salarié, s'il n'est pas content, mon garçon, il y en a d'autres qui ont besoin de travailler à ta place. Oui. C'est aussi ce qu'on a... Alors, est-ce qu'on l'observe empiriquement ? Réponse oui et non. On l'observe très très bien dans un certain nombre de pays, on l'observe mal en zone euro aujourd'hui, mais la BCE a reconnu elle-même que le calcul du taux d'emploi de la BCE était, problématique. Donc sous-estimait très très largement le chômage, y compris le chômage partiel en Europe. Et je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je soupçonne que si on prend des bons chiffres de taux d'emploi, on va retrouver une courbe de Phillips. Voilà. Alors, un point également, qui est la plupart des modèles néoclassiques essayent de trouver ce qu'ils appellent des fondements micro au comportement agrégé macro. Donc ils exigent absolument, et si vous voulez publier dans le top 5 des revues d'économie, un modèle macro, il vous faut ce qu'on appelle des fondations micro. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que vous puissiez décrire le comportement d'optimisation sous contrainte de tous les agents économiques à l'échelle individuelle, ou à l'échelle du ménage, et que vous puissiez montrer que c'est l'agrégation de ces comportements qui induit les phénomènes agrégés au niveau macro que vous décrivez. Sauf que, dès les années 70, Gérard Debreu, dont on a parlé il y a 15 jours avec Nicolas Boulot, Gérard Debreu lui-même avait montré que de l'intérieur même du cœur le plus orthodoxe de la théorie de l'équilibre général, il y a des phénomènes d'émergence. Autrement dit, même si tout le monde est optimisateur, même si nous sommes tous des homines economici dans cette salle qui optimisent sous contrainte budgétaire, qui ont des anticipations rationnelles sur la totalité de l'avenir, y compris la fin du monde, lorsqu'on agrégera le comportement de tout le monde ici, au niveau agrégé, macro, on pourra obtenir des comportements agrégés qui n'ont rien à voir avec le comportement d'une optimisation d'une fonction d'utilité sous contrainte. Et ça, c'est pas du tout un résultat de marxiste chevelu barbu, c'est Gérard Debreu. C'est la théorie de l'équilibre général. Sauf que ce résultat-là démolit complètement toute tentative d'avoir des fondations micro. Puisqu'il vous dit, même avec des fondations micro, vous allez avoir au niveau macro des comportements qui ne peuvent pas dériver d'une optimisation sous contrainte. Ce que la plupart des collègues néoclassiques ont oublié. Voilà. Et donc, ce type de modèle que je vous décris là passe par-dessus complètement la question des fondations micro en disant les comportements agrégés, on va les estimer empiriquement et c'est tout. Évidemment, ça pose une série de problèmes lorsqu'on va traiter du climat, le plus important d'entre eux étant lorsqu'on va faire des simulations dans 5 minutes et demie, où on va arriver dans des zones de température du type plus 4 degrés, on va supposer que les ménages de la planète continuent d'avoir des comportements conformes à ceux qu'on a observés dans le passé. Sauf qu'évidemment, dans le passé, on n'a aucune observation empirique du comportement des ménages français à plus 4 degrés. Et donc, évidemment, la manière dont on a prolongé hors de la fenêtre observable les comportements qu'on observe devient fondamentale dans ce type de simulation. Mais c'est un problème de mon point de vue, c'est une croix pour toute tentative de simulation prospective liée au climat, qui va nous faire entrer dans des zones sur lesquelles on n'a aucune observation empirique avec des êtres humains correspondant à cette observation. Oui. Donc, de mon point de vue, ce n'est pas intrinsèque à ce type de modèle, c'est intrinsèque à l'idée même de faire de la simulation prospective liée au dérèglement climatique dans un contexte où nous allons très certainement aborder des zones de température inédites, au moins pour ce qui est de l'humanité. Voilà. Alors, l'avantage aussi énorme de cette méthodologie, alors peut-être que je crois que j'ai quelques graphiques. Voilà. Alors, le type, si vous faites des simulations très élémentaires, par exemple, là, vous simulez simplement l'évolution de la part des salaires, et ici, ça doit être du taux d'emploi, là, vous obtenez donc des systèmes dynamiques dissipatifs avec un équilibre, en général, quelquefois plusieurs. Donc, vous êtes capable de décrire la trajectoire de l'économie et la manière dont elle converge vers l'équilibre, avec des cycles endogènes. L'endogénéité du cycle provenant de ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur la logique proie-prédateur entre le taux d'emploi et la part des salaires. Donc vous avez du chômage le long des trajectoires, vous avez des parts de salaire dans le PIB qui peuvent baisser, hein. Donc on n'est plus du tout dans le mythe des constantes de Kaldor qui était supposé la part des salaires étant constante dans le PIB, on sait que c'est pas vrai, etc. Tout ça devient endogène et variable dans le modèle.
Alors, vous avez des versions en dimension 3. Si vous rajoutez la dette, la dette privée sur PIB, ça c'est plutôt simulation, avec des paramètres fictifs. L'économie démarre ici, sa vie commence ici, et donc elle va cycler. Dans un premier temps, dans l'histoire de cette économie, le ratio dette privée sur PIB augmente. Donc l'axe vertical ici, c'est le ratio dette privée sur PIB, c'est ici, donc la dette privée augmente, mais l'économie continue de cycler. Puis à un moment, dans ce cas particulier-ci, la dette privée sur PIB va baisser, et donc l'économie va continuer de cycler, mais en descendant, en perdant en altitude. Et par ailleurs, l'amplitude des cycles va baisser, elle va converger gentiment vers un équilibre. Vous voyez ? Je ne dis pas du tout que c'est ce qui se passe dans la vraie vie. C'est ce que ce type de simulation permet de raconter. Alors, qui plus est, d'une manière générale, et ça c'est des maths très élémentaires, vous pouvez démontrer que dans cette famille de modèles, vous avez toujours au moins 2 équilibres qui sont localement stables sous certaines conditions. Vous avez un bon équilibre qui, pour ceux qui connaissent, correspond en fait, en vérité, à l'équilibre de Solow dans le modèle de Solow. Et donc c'est un équilibre dans lequel vous avez de la croissance, le long de ce chemin d'équilibre, et puis vous avez un taux de chômage qui est inférieur à 100%, et vous avez une part des salaires dans le PIB qui est supérieure à 0. C'est pas très exigeant comme critère, mais voilà. Et puis vous avez un autre équilibre, évidemment, tout ça est assez caricatural, mais après coup on pourra raffiner tout ça. Vous avez un autre équilibre qui est catastrophique, dans lequel, à cause de l'excès d'endettement privé, vous avez ultimement une croissance nulle, une dette privée sur PIB qui explose vers l'infini, un taux d'emploi qui s'effondre à 0, et une part des salaires dans le PIB qui s'effondre à 0. Donc vous avez deux types d'équilibre. Bon. Peut-être que j'ai... Voilà. Alors, comme on est capable de simuler tout ça avec l'ordinateur, vous pouvez aussi simuler le bassin d'attraction d'un équilibre. Alors, supposez que ceci soit un déséquilibre, voilà, dans cet exemple. Et cet objet bizarre, là, c'est le bassin versant de cet équilibre. Donc c'est l'ensemble des points tels que si l'économie part de l'un de ces points, elle va converger toute seule vers cet équilibre. Ça va ? On dit les forces endogènes de l'économie l'attirent vers cet équilibre. Maintenant, si imaginez que dans cette économie, il y a un équilibre ici, il y en a un autre là, il y en a peut-être un troisième là, et vous, pour des raisons politiques ou éthiques ou que sais-je, vous estimez que le bon équilibre vers lequel notre économie devrait converger, ce n'est pas celui-là, mais c'est celui-ci. Simplement, vous observez que votre économie, elle est piégée dans ce bassin d'attraction. Alors ça ouvre un champ d'investigation pour l'économie publique, la politique publique, qui est comment est-ce que je vais piloter mon économie d'un bassin d'attraction vers un autre. Vous voyez ? Et puis vous pouvez aussi faire de la viabilité, c'est-à-dire vous pouvez vous dire, en fait, pour des tas de raisons, liées par exemple au dérèglement climatique, il y a des zones qui devraient être interdites, qu'on ne devrait jamais explorer, non fréquentables, excès de pollution, que sais-je. Et donc vous pouvez vous poser des questions du type de celles que pose Jean-Pierre Aubin sur comment est-ce que je vais piloter une économie en essayant d'éviter les icebergs, donc les zones interdites dans mon espace de phase. Vous voyez, vous pouvez vous poser tout ce type de questions, qu'il est évidemment impossible de poser dans un modèle d'équilibre. Alors, avec tout ça, quand on essaie de traiter du climat, nous, ce qu'on a fait, c'est très très simple. On a pris un modèle de cette nature, on l'a estimé sur les données mondiales d'une économie mondiale fictive reconstituée, on a reconstruite, et on lui a plugué, on l'a accouplé avec la boucle de rétroaction du climat qu'on trouve dans le modèle DICE de Nordhaus, dont maintenant tout le monde a entendu parler. Alors vous savez que le modèle DICE de Nordhaus, avec cette boucle de rétroaction climat, prédit des choses absolument fantaisistes sur la fin de ce siècle, puisqu'il vous dit, avec plus 6 degrés à la fin du siècle, il y a même pas mal, puisqu'on perd 10% du PIB mondial réel. Voilà. Alors, je vais revenir sur cette question de la fonction de dommage, mais vous voyez qu'il y a deux choses différentes. Il y a la boucle de rétroaction climat, la fonction de dommage. Donc comment ça marche tout ça ? Vous supposez, vous partez du modèle économique, la macro. Supposez que vous ayez de la croissance, par exemple. Donc ça va augmenter les émissions de CO2. Pour l'instant, en tout cas, c'est le cas. Ces gaz à effet de serre vont s'accumuler dans l'atmosphère. Une partie va être absorbée par les océans, les forêts, etc. Ça va augmenter le forçage radiatif, qui va augmenter la température, et l'augmentation de température va avoir un effet rétroactif sur l'économie. Quand il fait trop chaud, ça casse le capital, vous avez des événements climatiques extrêmes, ça détruit les côtes, etc., etc. Ça diminue la productivité du travail. Alors, l'énorme question, vous avez deux grandes questions de modélisation, c'est celle-ci. Comment est-ce qu'on rend compte du lien entre activité économique et émissions de CO2 ? Vous avez l'autre, encore beaucoup plus compliqué, qui est comment est-ce qu'on rend compte de l'impact
une variation de la température moyenne sur l'économie. Et alors, de ce point de vue-là, nous, on a utilisé, je vais vous montrer, 3 fonctions de dommage, dont à mon avis aucune des 3 n'est satisfaisante. C'est un énorme chantier d'investigation aujourd'hui qui est d'essayer de comprendre vraiment, sérieusement, cette flèche-là. Ce qui suppose notamment, ce qui supposerait en principe qu'on aille regarder où se trouve installé le capital sur la totalité de la planète, où sont les usines, où sont les centrales à charbon, où sont les centrales solaires, etc. Lesquelles sont exposées à quel type d'événements climatiques, la probabilité que ces événements climatiques surviennent dans les années qui viennent, à quelles conditions, etc. Combien ça va coûter. Donc c'est un travail dantesque, évidemment, mais mon expérience à moi, c'est que dans les négociations internationales du type onusien, tant qu'on ne sera pas capable de dire le dérèglement climatique, ça va nous coûter X fois le PIB mondial dans 30 ans, en tout cas, les collègues du FMI, de la Banque mondiale, du FMI en tout cas, ne prendront jamais ça au sérieux. Parce que vous pouvez leur dire, vous savez, on va prendre 2 mètres d'augmentation du niveau de la mer avant la fin de l'année, ça va mettre Venise sous l'eau, ils s'en fichent complètement. Et ils vous disent immédiatement, mais ça coûte combien? En termes de milliards, c'est quoi? C'est ça l'un des enjeux. Alors, tout ceci n'est pas fait que pour convaincre les collègues du FMI, mais si au passage on pouvait convaincre les collègues du FMI, ce serait utile. Alors, je passe là-dessus, vous connaissez tout ça. Donc les émissions de CO2 sont absorbées dans l'atmosphère, elles y restent un certain temps, elles sont ensuite absorbées dans la biosphère et la partie supérieure des océans, la partie superficielle, puis un peu plus tard, elles descendent, une partie d'entre elles descendent dans la partie profonde des océans. Je ne rentre pas dans ce détail, parce que certains d'entre vous d'ailleurs connaissent tout ça beaucoup mieux que moi. Ah oui, donc tac, voilà. Je voudrais insister là-dessus, les fonctions de dommage. Donc pour ce papier-là, on a utilisé 3 fonctions de dommage, qui sont les 3 que vous trouvez, qui sont classiques dans la littérature des macroéconomistes, pas des climatologues évidemment. Donc vous avez la fonction de Nordhaus, qui vous dit plus 6 degrés, moins 10% du PIB mondial. Vous avez la fonction de Weizmann, qui vous dit plus 6 degrés, moins 50%, et la fonction de Stern, qui vous dit plus 6 degrés, moins 90%. Jusqu'à 2 degrés, plus de degrés, ces 3 fonctions coïncident quasiment. Donc il n'y a aucune différence. Donc c'est normal, ils n'ont aucune évidence empirique aujourd'hui pour contester l'un vis-à-vis de l'autre laquelle est la bonne. Et chacun tire de son chapeau, à dire d'expert, on pense que c'est ça la bonne. Évidemment, ce n'est pas du tout satisfaisant. Mais pour les besoins de la démonstration, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ça. Alors évidemment, ça va nous faire entrer dans, disons, une démarche de scénario. On va dire, voilà, pour telle fonction de dommage, pour telle hypothèse, par exemple, sur la croissance de la productivité du travail, alors voici le type de scénario qui est simulé par ce type de modèle. Donc ce n'est pas de la prédiction. Aucun des scénarios que je vais vous montrer n'est une prédiction de quoi que ce soit. C'est de la prospective. Voilà. On raisonne en termes de scénario, exactement comme le faisait Meadows dans les années 70. Là, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais évidemment, vous avez un débat méthodologique sur faut-il tenir compte de l'impact du dérèglement climatique sur le PIB ou sur le capital, ou les deux, mon capitaine. Donc on a tout testé, le PIB seulement, le capital, les deux. Je ne rentre pas là-dedans. Mais vous allez voir, le message global, c'est que ça va mal se passer. Donc, peu importe. Voilà. Il y a un autre aspect aussi très intéressant qui commence à faire l'objet de recherche, qui est l'impact sur la productivité du travail. Alors, c'est une banalité, on sait bien que notre productivité au travail baisse quand il fait trop chaud. Je sais, c'est banal. Évidemment, on va vous répondre, oui, mais il suffit de mettre la clim. Sauf que justement, on ne peut pas mettre la clim. Voilà. Donc il y a des travaux là-dessus. C'est un enjeu majeur. Pourquoi? Parce que si vous regardez les modèles néoclassiques, et ce modèle-ci, de ce point de vue-là, il n'est pas différent. C'est quoi le moteur de la croissance du PIB? Et encore une fois, ce n'est pas un plaidoyer pour la croissance du PIB. Mais quel est le moteur de la croissance du PIB à très long terme? Il y en a 2. C'est la croissance démographique et la croissance de la productivité du travail. Alors, pour ce qui est de la démographie, ce qu'on a pris comme démographie sous-jacente, c'est le scénario médian des Nations Unies. Donc 9 milliards en 2050, 11 milliards à la fin du siècle. Et peut-être que c'est un plateau à la fin du siècle, peut-être que ça n'est pas un plateau. Ça n'a plus tellement d'importance vu les scénarios que je vais vous montrer. Et on a par contre une chose, et je réponds tout de suite à l'objection, ce qu'on est en train de faire et qu'on n'a pas fait pour ce papier-là, c'est d'endogénéiser la population. Parce qu'évidemment, si le PIB s'effondre, comme vous allez voir tout à l'heure, la population ne va pas continuer à augmenter tranquillement. Et ça, on ne l'a pas fait. Donc, quoi qu'il arrive, on a supposé que la population continuait d'évoluer en fonction du scénario des Nations Unies, ce qui n'est pas cohérent, mais ce sera fait dans le prochain papier. Ça va?
Et donc, il y a un enjeu aussi colossal qui est d'avoir une estimation un tout petit peu convaincante de l'impact du réchauffement climatique sur la productivité du travail. Donc là, on a fait quelques scénarios avec ça, en utilisant un papier qui est sorti dans Nature de Burke et Hall, qui sont des Californiens, sur lequel on peut discuter. J'y crois pas beaucoup, mais ça permet d'avoir quelque chose qui fait autorité pour dire et voilà, si jamais la productivité du travail répondait à l'augmentation de la température selon ce que Burke et Hall pensent avoir identifié statistiquement, voilà ce qui se passerait. Ça va ? Alors, je vais passer directement aux résultats. Alors, premier résultat, quand il n'y a pas de dérèglement climatique du tout, que se passe-t-il ? Alors, supposons qu'il n'y ait aucun dérèglement climatique, c'est fini ? 5 minutes ? 10 minutes, ok. Donc là, par exemple, vous pouvez regarder la cartouche à gauche. Vous avez, ou plutôt ici, pardon. Donc, quand il n'y a pas du tout de dérèglement climatique, dans ce modèle-ci, avec cette calibration-ci, tout se passe bien. Donc le taux de croissance de l'économie est légèrement inférieur à 2%. Légèrement inférieur à 3,5%, donc c'est énorme. Et donc le PIB augmente de manière exponentielle. Autrement dit, il n'y a pas d'instabilité économique intrinsèque au modèle en dehors du dérèglement climatique. Alors, vous pouvez dire que ce n'est pas du tout réaliste, Marx nous a bien dit que, etc. Donc ce modèle n'est pas marxiste du tout. Il ne vous prédit pas l'effondrement du capitalisme en absence de dérèglement climatique. Je ne dis pas qu'il faille y croire, mais c'est comme ça qu'il construit son modèle. Donc là, vous avez la croissance du PIB. Évidemment, le CO2 augmente de manière exponentielle aussi. Mais comme par hypothèse, on a supposé que l'augmentation de la température n'avait pas d'impact sur l'économie, ça n'a aucune importance dans ce modèle. Ça va ? Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est là que c'est intéressant. Ça veut dire que du point de vue de l'espace des phases, ce modèle-là, il est construit, on ne l'a pas fait exprès, de telle sorte que l'économie monde se trouve dans le bassin d'attraction d'un bon équilibre. C'est ça que ça veut dire. Et l'économie monde converge vers un bon équilibre asymptotique, de très long terme, quelque part au XXIe siècle. Bon. Maintenant, alors, si on rajoute du dérèglement climatique, c'est là que les choses bougent. Donc là, c'est des simulations très très simples qui regardent l'évolution du bon équilibre quand la température augmente, avec différents scénarios. Donc là, c'est le type 1, donc là, c'est simplement la fonction de dommage, je pense, de Nordhaus, de mémoire. Donc, ce que vous voyez, c'est que quand la température augmente, le bon équilibre, juste le bon équilibre lui-même bouge. Évidemment, il n'y a aucune raison que le bon équilibre reste le même. Le bassin d'attraction va bouger avec lui, vous avez un mouvement géométrique là. Et il évolue dans quelle direction ? Il évolue vers une part des salaires plus faible, un taux d'emploi plus faible et une dette privée plus élevée. Autrement dit, le dérèglement climatique, le réchauffement, à lui tout seul, rogne la part des salaires dans le PIB, crée du chômage et augmente la dette privée. Et la raison de ceci est très simple à comprendre, c'est qu'au fur et à mesure que le réchauffement casse du PIB et du capital, le secteur privé est obligé de s'endetter davantage pour réparer ce PIB et ce capital, pour compenser la perte de profit induite par le dérèglement climatique. Et donc, il n'y arrive pas complètement. Donc il converge, là il se trouve que ça converge quand même vers un bon équilibre, au sens très élémentaire que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez que ce bon équilibre est de moins en moins bon. Il faut dire que la température augmente. Même chose ici avec un scénario un tout petit peu différent. Alors, un autre point de vue d'un phénomène analogue, c'est le bassin d'attraction du bon équilibre. Donc ici, vous avez, toujours en dimension 3, le bassin d'attraction, le bassin versant, du bon équilibre sur l'économie monde. Et donc, ce que je disais, c'est que ce que montrent les simulations en l'absence du dérèglement climatique, c'est que l'économie se trouve bien là-dedans. L'économie se trouve quelque part dans cette boîte, l'économie mondiale. Okay. Maintenant, vous rajoutez le dérèglement climatique avec une fonction de dommage de type Nordhaus. C'est pas terrible, hein, mais quand même. Eh bien, vous voyez que le bassin d'attraction s'est contracté. Et donc, vous voyez que le dérèglement climatique, ce qu'il fait, c'est qu'il contracte le bassin d'attraction du bon équilibre, donc il rend de moins en moins probable que l'économie monde soit dans le bassin d'attraction du bon équilibre. Du coup, vous avez deviné la suite. Ce qui va se passer, c'est que le dérèglement climatique va tirer l'économie monde hors du bassin d'attraction du bon équilibre pour l'emmener dans le bassin d'attraction du mauvais équilibre, de l'équilibre catastrophique. Du point de vue de la dynamique des phases, c'est ça qui va se passer. Ça va ? Alors, donc quelques exemples maintenant de simulation. Ce qui, de mon point de vue, n'est pas le plus intéressant du papier. Vous voyez, à ce stade-là, en fait, après on peut faire des simulations. Et de trouver des simulations dans lesquelles il y a des catastrophes, c'est pas très difficile.
Donc là, alors il y a un point intéressant, c'est que si vous regardez, ça c'est le taux de croissance réel de l'économie, vous regardez la ligne qui en vérité est mauve, je ne sais pas si vous la voyez bien, puis la ligne bleue juste en dessous là. En fait, la première, c'est le baseline, c'est-à-dire en l'absence de dérèglement climatique, et la seconde, c'est avec une fonction de dommage du type Nordhaus. Donc vous voyez qu'en fait, la fonction de dommage de type Nordhaus n'a quasiment aucun impact sur l'économie. Donc c'est pas étonnant que Nordhaus se trouve, ait des scénarios alléluiatifs à nous raconter avec le dérèglement climatique, c'est que dans ce modèle, ça se vérifie, la fonction de dommage de Nordhaus est tellement innocente qu'elle n'a quasiment aucun impact sur l'économie. On pourrait supposer qu'il n'y a pas de dérèglement climatique, on obtiendrait quasiment la même chose qu'en mettant la fonction de dommage dans Nordhaus. Alors, par contre, en revanche, évidemment, dès qu'on met des fonctions de dommage un tout petit peu plus sérieuses, on obtient des catastrophes. Donc la catastrophe la plus spectaculaire, c'est celle-là, la rouge, là. Donc c'est celle où vous mettez la fonction de dommage de Dietz Stern avec un impact à la Burke sur la productivité du travail, ce qui, de mon point de vue, est assez réaliste. Donc là, vous voyez qu'il n'y a plus du tout de croissance après, en gros, à partir de 1975. L'économie mondiale a atteint un sommet en 1975 et le PIB se met à s'effondrer après 1975. Non pas by design, comme dit Tim Jackson, mais by disaster. Alors, autre chose intéressante, vous voyez que l'inflation va suivre la catastrophe sous la forme de la déflation. Donc on va avoir typiquement en fait un excès d'accumulation de dette privée qui va qui va faire tomber l'économie dans une trappe déflationniste. Vous voyez que les taux d'inflation vont tomber à zéro très très vite. Vous voyez que le taux d'emploi évidemment va s'effondrer. Et puis la dette privée sur le PIB va exploser. Donc là, c'est paradigmatique. Ce que vous raconte cette histoire, c'est le dérèglement climatique. Dès que vous l'appréhendez d'une manière un tout petit peu moins fantaisiste que Nordhaus, tire l'économie monde hors du bassin d'attraction du bon équilibre pour la pousser vers le mauvais équilibre. Alors, voilà, ici vous avez des exemples où on voit bien l'affaire. Hein. Ça, c'est une simulation partielle, uniquement sur taux d'emploi versus part des salaires. Vous voyez l'économie qui commence à être attirée par le bon équilibre, elle est dans le bassin d'attraction intrinsèquement du bon équilibre. Et puis, à un certain moment, ici, là, le dérèglement climatique la tire hors de ce bassin d'attraction. Il l'emmène dans une autre zone qui est par là, qui est la zone catastrophique. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Très rapidement, comment est-ce qu'on sort de ça? Donc, une partie de ces simulations-là, quelque discutable que ce soit, et on va en discuter, évidemment, c'est très discutable. On les a utilisées pour le rapport Stern-Stiglitz sur la tarification carbone au niveau mondial. Et donc, on est entré dans ce débat qui oppose Nordhaus d'un côté et Nick Stern de l'autre depuis au moins 2006, qui est-ce qu'il faut mettre une taxe carbone avec un prix très élevé tout de suite, ou bien avec un prix très élevé dans très longtemps, mais ça permettra à tout le monde de s'adapter, etc. Donc Nordhaus est évidemment favorable à la deuxième option, et Nick Stern est favorable à la première. Donc on a tout testé. Alors on a regardé quel serait l'impact d'un prix du carbone au niveau mondial, ce qui est évidemment là aussi une fiction. Il n'y aura jamais de prix mondial unique du carbone. Au mieux, ce qu'on peut viser, c'est certainement un corridor de prix carbone, mais là, pour la simulation, on a fait un prix unique mondial. Et grosso modo, les recommandations auxquelles on parvient, c'est évidemment, plus c'est cher, le plus tôt possible, le mieux c'est. Ce qui est une banalité, mais... Et par ailleurs, un autre élément aussi important à mon avis, puisque la commission Kiné a rencontré exactement le même problème il y a quelques mois, au moment de rendre son rapport au président de la République, le niveau de tarification carbone auquel il faut parvenir pour avoir quelques chances de rester en dessous des 2 degrés est énorme. C'est plusieurs centaines d'euros la tonne dès 2030. Plusieurs centaines. Peut-être que j'ai ça là aussi, je ne sais plus. Ouais, je peux vous montrer ça. Donc ça, c'est un heatmap qui montre que, d'après ces simulations-là, il est trop tard pour rester en dessous des 2 degrés. Alors, c'est pas du tout une nouvelle pour la plupart d'entre vous, mais c'est pas inintéressant que ce type de modèle, si fruste et incomplet soit-il, le confirme quand même. Donc là, vous avez différents paramètres qui mesurent la trajectoire de la tarification carbone qu'on pourrait mettre au niveau mondial. Et pour que la simulation correspondante reste en dessous des 2 degrés, il faut que vous soyez magenta, mauve. Avec le mauve, en fait, il est là-haut et il a disparu. Donc on trouve plus, avec ce type de modèle-là, on ne trouve plus aucune tarification carbone qui permette de rester en dessous des 2 degrés. Donc, ce que vous pouvez interpréter comme
c'est pas la fin de l'histoire, ça veut dire qu'il faut beaucoup plus qu'une tarification carbone pour faire la transition, ce qui est aussi une évidence, bien sûr. Mais voilà. Voilà, je crois que je vais... Ah oui, alors, puis un dernier mot. Évidemment, dans tout ça, pour l'instant, ce que je vous ai montré était entièrement déterministe, au sens où c'est un système dynamique déterministe. Il y a évidemment des versions plus sexy, probabilistes. Alors, un certain nombre de variables, de paramètres qui sont constants dans la version précédente. On les remplace par des variables aléatoires. Un exemple, c'est la sensibilité au climat, comme vous savez, comprise entre 1,5 et 6, avec une valeur médiane à 3,1. Donc il y a un certain nombre de papiers de vous autres climatologues qui donnent des distributions de probas de la sensibilité au climat. Donc on a rentré ça dans le modèle, on a fait des simulations de Monte-Carlo, et ça permet d'avoir, évidemment, comme dirait Nicolas, des voisinages tubulaires autour de la trajectoire médiane. Mais vous voyez bien que ça ne change pas grand-chose, à mon avis, à la philosophie globale du système dynamique. Voilà. Enfin, si, peut-être. Ouais. Nicolas, tu trouveras que ça change. Peut-être. Voilà ce que... Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse discuter. Merci beaucoup. Donc là, on a 5 minutes ou même moins pour des questions techniques, si vous en avez. Donc, oui, dans les différents scénarios que vous avez montrés, je n'ai pas compris s'il y avait, si on avait, donc, quel était l'impact sur le climat, enfin, quel est l'impact sur ce... C'était marqué à un moment sur les... Alors ça dépend évidemment des scénarios, des scénarios. Non, mais la planche d'après, là tu as la température. Voilà. Donc, dans le cas catastrophique, rouge, là, le plus catastrophique, on arrive à un peu moins de 4 degrés à la fin. Pardon. En 2100, on est à 3,5 en gros. Et ensuite, on reste en dessous des 4 degrés. Là, c'est grâce au collapse, on a limité à 3,5 qui était la recommandation de Landau. C'est possible, c'est pas du tout volontaire. Tu vois, dans le scénario la Landau, en 2250, on est à 9 degrés. Jacques, et après vous. Oui. Dans les modèles, les fonctions de dommages, oui. Bon, il y a les trois que tu as montrés, mais il me semblait que dans la discussion entre Nordhaus et Stern, il y avait la question du taux d'actualisation qui influait beaucoup les résultats, parce que si on prend le taux de 8 ou 10%, évidemment, on écrase complètement les dommages futurs. Donc là vous avez joué avec les mêmes taux d'actualisation dans les trois cas. Il n'y a pas de taux d'actualisation dans ce modèle. Ah, il n'y a pas de... D'accord. La raison pour laquelle Nordhaus a enlisé le débat dans la question du taux d'actualisation, c'est que Nordhaus prend une approche en termes d'analyse coût-bénéfice. Donc il se dit, supposons que tout se passe comme si les ménages rationnels, optimisateurs, faisaient une comparaison entre combien ça coûte aujourd'hui d'émettre moins et combien on va gagner en dégâts évités demain. Et ça suppose d'avoir une mesure de combien vaut aujourd'hui un euro en 2025. Et donc un taux d'actualisation. Ici, personne ne fait ce calcul, donc on n'a pas besoin du taux d'actualisation. On est libéré de ce débat oiseux dans lequel je ne vois pas comment on pourrait en sortir. J'ai une question technique complémentaire. Oui. Pour la validation du modèle, puisque le titre c'était le rôle de la finance dans tout ça. Première question, est-ce que une des fonctions de la finance importante, ça n'a pas été dans les dernières années d'augmenter les inégalités à l'intérieur des pays et entre les pays. Oui. Et la question qui vient derrière, c'est, toute chose égale par ailleurs, est-ce que l'augmentation des inégalités n'a pas une incidence sur le PIB, et si oui, laquelle? Sur le PIB? Oui. Oui, bon. Donc la réponse à la première question, c'est Nicolas qui devrait la donner. La réponse est oui. En fait, il y a un très beau papier de Nicolas, Christophe Chaureau, qui montre, tu me corriges Nicolas, qui montre la chose suivante, c'est que suppose que tu puisses ramener les jeux financiers auxquels se livrent des petits camarades sur les marchés à des jeux parfaitement équilibrés, par exemple que nous jouons toi et moi, où par exemple on jette une pièce de monnaie à chaque partie, et puis il y a un gagnant et un perdant. Et nous commençons notre jeu avec le même capital toi et moi. Simplement à chaque fois que par exemple tu gagnes, tu empoches, et ton capital augmente de la mise que j'avais mise moi sur la table, que tu as gagné. Donc, ce qui fait que les coups d'après, tu peux miser davantage, tu es davantage assuré par rapport aux pertes que tu pourrais avoir, etc. Ce qu'a montré Nicolas, c'est que, asymptotiquement, même si le jeu est parfaitement équilibré, à la fin des temps, il n'y en a plus qu'un qui possède le capital de tout le monde.
Donc ça creuse les inégalités. En fait, l'égalité des chances comprise comme un jeu de ce type-là est le meilleur moyen d'avoir l'inégalité maximale. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était est-ce que l'augmentation des inégalités nuit à la croissance? Oui, toujours égal pareil. Oui, toutes choses égales pareil. Donc dans les modèles néoclassiques, jamais, puisque les modèles néoclassiques sont tous construits sur la dichotomie. Il faut augmenter la taille du gâteau d'abord, ça c'est le PIB, et ensuite s'occuper de la question de la distribution. Et si tu y réfléchis une minute, notre débat politique, il est construit là-dessus. La droite, qui prétend être sérieuse, s'occupe de la taille du gâteau. La gauche, qui prétend être généreuse, s'occupe de la distribution du gâteau. Donc, la réponse que je peux te faire, c'est que j'ai fait un papier avec Grasselli, dans le même style que celui-là, dans lequel on montre qu'un excès d'inégalité nuit à la croissance. Mais je ne connais pas beaucoup de travaux analytiques qui montrent ça. En gros, à part ce papier... Ma question est tout à fait dans le même esprit. Dans ce modèle, il me semble que les anticipations sont représentées par des élasticités en quelque sorte. C'est-à-dire les dimensions, les variations temporelles sont représentées par des dérivés. Oui, c'est vrai. Si on pense que les agents anticipent, alors ça va aggraver les choses. Alors, ça peut les perturber complètement, et on est en train de travailler une version avec anticipation, pas du tout anticipation rationnelle, mais donc on a regardé des tas de modes de formation de l'anticipation, anticipation adaptative, consistante, etc. Les déflations vont accélérer. Oui, alors voilà. Donc alors de fait, tu en as tout un paquet pour lesquels ça élargit le bassin d'attraction du mauvais équilibre. Voilà. Donc, mais il y en a aussi quelques-unes pour lesquelles en fait ça élargit celle du bon équilibre. J'ai pas de loi générale, mais c'est un chapitre qu'on est en train d'explorer. Mais de mon point de vue, mais pour ceux que ces débats intéressent, vous savez qu'il y avait eu dans les années 80 en France un garçon qui s'appelait Jean-Michel Grandmont, économiste français, qui avait fait des choses autour de ces... Alors il n'avait pas un système dynamique non linéaire comme ça, mais c'est ce qu'il appelait à l'époque la théorie de l'équilibre temporaire. Et il avait des anticipations non rationnelles qui introduisaient une espèce de dynamique dans ces modèles. La raison pour laquelle il a été anéanti par la vague des nouveaux classiques d'anticipation rationnelle, c'est qu'on lui a dit bon, tu ne crois pas aux anticipations rationnelles, certes, mais c'est quoi le mode de formation de l'anticipation des gens? Et la réponse, c'est il y a une telle multitude de manières de former des anticipations et le modèle, malheureusement, dépend de ce mode de formation. Il est anticipation dépendant. Et donc Jean-Michel a été éliminé du débat au motif qu'il était incapable de fournir le mode de formation de l'anticipation. Et donc, de mon point de vue, le seul moyen de sortir de ça, c'est de montrer que les propriétés qualitatives du système dynamique ne dépendent pas du mode de formation des anticipations. Et ce que tu dis, c'est-à-dire éventuellement le bassin d'attraction est plus grand, la convergence est plus rapide, ce genre de choses, mais qualitativement le modèle reste le même. Ce qui est bien ce qu'on observe pour l'instant dans les calculs qu'on a fait. Une question technique et après on passe au débat parce que l'heure passe. Donc question technique. Oui, très rapidement. D'où sort le double équilibre en fait le fait qu'il n'y a que deux équilibres? Ah non, alors d'abord il n'y en a pas que deux. J'ai dit en général il y en a deux qui sont localement stables. Il y en a très souvent un troisième qui est instable, donc en fait qui est une source. Donc on n'y converge jamais sauf si l'économie démarre à ce point-là. Mais si tu te souviens du pendule oscillant, dans le pendule oscillant, tu as deux équilibres. Tu as l'équilibre en bas qui est localement stable, puis tu as l'équilibre en haut qui est localement instable. Donc, en gros, si j'avais présenté le pendule oscillant, j'aurais dit, en gros, il y a un équilibre. Enfin, en fait, il y en a deux. Bon. Et donc, en réalité, alors, pour donner un exemple, si on rajoute la puissance publique, il y a 6 équilibres qui apparaissent. Donc, là, j'en donne deux, parce que dans la version ultra simple, il y en a 3. Un qui est instable, qu'on peut oublier tout de suite, et 2 qui sont le mauvais et le bon. Mais dès que tu rajoutes un tout petit peu de complexité dans le modèle, tu en as beaucoup plus. Après, le fait qu'il y ait une multiplicité d'équilibres, en fait, ça, c'est parce que la méthodologie globale, c'est on construit un système dynamique non linéaire de dimension 3. Il n'y a aucune raison qu'il ait un unique équilibre. Solow, en fait, a fait une équation différentielle, ultra simple, qui admet un seul équilibre, qui est globalement stable. Voilà. Alors, Piketty, par exemple, construit son bouquin et ses modèles sur le modèle de Solow, et croit qu'on est en train de converger vers l'équilibre de Solow. Il n'y a aucune raison dans la vie de présupposer qu'il n'y a qu'un seul équilibre pour une économie. Ok, donc là, s'il n'y a pas une autre question très technique, on va passer au débat. Donc maintenant, on va inviter Nicolas Boulot de rejoindre. Par contre, il faut qu'on amène des sujets.